Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission Fièrement Congolais. Dans cette émission, tous les Congolais se retrouvent et nous sommes en train de chercher dans le numéro d'aujourd'hui si toutes les couches de la société congolaise sont représentées dans les instances décisionnelles afin de pouvoir insérer chaque Congolais dans la société pour que notre pays puisse aller de l'avant et faire en sorte que chaque Congolais puisse jouer sa partition dans le développement de la République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons choisi cette couche de la population pour laquelle nous avons souvent pitié, à tort ou à travers, cette couche de la population parfois pour laquelle nous avons honte. Pourquoi cette couche de la population qui est rejetée parce que croyant qu'elle ne saura rien faire, elle ne saura pas rendre les services qu'il faut à la nation, nous allons voir comment nous avons tort parce que nous avons fait un choix que nous avons opéré pour éveiller et réveiller les consciences des Congolais et surtout des concernés. Bienvenue dans cette émission qui va parler de la prise en charge des personnes handicapés. Alors aujourd'hui nous avons reçu un juriste, nous avons reçu un sourd-muet qui est dans l'enseignement et nous avons reçu quelqu'un qui excelle dans les sports parce qu'il est maître et d'ailleurs il est déjà connu sur le plan international. Tout cela pour montrer que cette couche de la population qui est souvent rejetée peut apporter quelque chose, plus même, mieux même, parce qu'ils ont la tête qui réfléchit. Merci beaucoup. Je commence d'abord par les saluer et ils vont également vous saluer et vous dire qui ils sont. Bonsoir. Bonsoir. Maître. Bon, je vais me présenter. Je suis Michel Moulamba. Ok. Je suis informaticien de formation. Ok. Et je suis dirigeant sportif. Je suis membre du comité national paralympique, qui est une structure parallèle au comité olympique congolais. Oh, d'accord. Quand vous dites parallèle, ça veut dire... C'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Oui, c'est dans le bon sens. C'est-à-dire le comité olympique congolais gère le sport pratiqué par des personnes dites valides. Et nous nous occupons de sport pratiqué par des personnes en situation de handicap. Ok. Vous-même, vous êtes sportif? Oui, mais pas... pratiquant. Je ne le fais pas comme les athlètes, pour la compétition. Voilà. Mais je suis là pour la forme, mais moi je suis dirigeant. Il y a des athlètes qui sont compétitifs. D'accord, merci beaucoup. Et puis à côté, nous avons M. Ngoma Ngoma. Oui, s'il peut nous aider. Bonjour. Il est sourd-muet. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, mon nom c'est Balema. Balema Sambou Sénèque. Ok. Sénèque. Ok. Moi, avant, j'avais reçu mon diplôme, j'avais terminé après. J'ai fait aussi l'Institut supérieur à Kavambar. Ok. Maintenant, je travaille. J'ai ajouté aussi certaines formations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, maître. Oui. C'est pas la première fois que vous venez dans cette émission. Bien sûr, c'est pas la première fois. Okay. Je me présente quand même. Parfois, il y a de ces téléspectateurs qui sont tombés sur nous qu'aujourd'hui. Je suis Israël Kabongo, juriste de formation. Et je suis dans le domaine du droit privé judiciaire, option droit pénal et criminologie. Et depuis toujours, nous militons pour l'inclusion dans la société au bénéfice des personnes en situation de handicap. C'est l'appellation que je préfère mieux. Des personnes en situation de handicap. Et nous œuvrons dans les différents mouvements associatifs. Et voilà, c'est ça une brève présentation me concernant. D'accord. Nous avons M. Ngoma Ngoma. Allez-y, continuez avec votre présentation. Oui, moi c'est Maître Ngoma Ngoma, je suis avocat au barreau de Maïndombe et puis je suis un expert ayant quelques ordonnances des tribunaux, des cours et tribunaux. Mais vous vous occupez bien des personnes... Oui,
Oui, par la grâce, parce que c'est une dévotion que le Seigneur m'a donnée. Ok, oui. D'accord, merci beaucoup. Vous allez nous aider, surtout avec notre ami Sénèque et les téléspectateurs qui nous suivent, qui peuvent aussi être intéressés par cette émission. Je voudrais d'emblée, en tout cas, informer à tous nos téléspectateurs, en commençant par les décideurs, Fièrement Congolais est là pour l'inclusion de tous les Congolais, quel que soit leur statut. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé les différentes personnalités qui ont des handicaps aussi différents. Mais il y a un problème de l'appellation en République démocratique du Congo. Tantôt on nous parle des personnes vivant avec handicap, on nous parle des personnes handicapées, on nous parle des personnes à mobilité réduite. J'ai entendu Maître parler de situation. Bon, voilà. Alors, pourquoi toutes ces appellations? Et ça nous embrouille un peu. Qui êtes-vous? Quel est votre statut, alors? Bon, il faut avoir fait... ça, c'est un débat d'école. Et personne handicapée, personne en situation de handicap, personne vivant avec handicap, c'est la même chose. Ok. Ok. Ce sont des débats par rapport aux écoles et tout ça, et puis ça n'a rien à voir. Dans notre constitution, nous avons adopté l'appellation personnes avec handicap, donc ça, il n'y a pas de problème. Nous sommes des personnes à part entière, et quand on parle de personnes handicap, nous avons des catégories. Ok. Nous avons des catégories. Ici, nous avons représenté 3 catégories. Vous avez vu, nous avons mon ami à droite qui représente la catégorie des personnes handicapées auditifs. Moi, je représente la catégorie des personnes handicapées moteurs. Et Israël Kabongo représente la catégorie des personnes handicapées visuelles. Y a-t-il une autre catégorie? Oui, il y a d'autres catégories. Il y a les personnes, les déficients intellectuels, qu'on appelait autrement les retardés mentaux. Nous avons aussi nos amis albinos qui sont aussi considérés comme des personnes handicapées et autres, parce qu'il y a plusieurs types de handicap. Donc il n'y a pas vraiment un grand problème. C'est lui qui dit personne vivant avec handicap et dans le bon. Il n'a pas de souci, il n'a pas péché. C'est lui qui dit personne handicapée non plus, il n'a pas péché. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Pourvu qu'il y ait handicap à l'intérieur. Exactement. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Vous avez quelque chose à ajouter, Maître, quant à ce? En fait, s'il faudra rester formel dans l'appellation, je pense que le législateur a aussi accompagné une certaine confusion. Parce que la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées parle de personnes handicapées. Alors, à l'interne, dans la Constitution, on parle de la personne avec handicap. Dans l'autre temps, il y a l'article 215 de la Constitution qui veut que la loi ratifiée à l'international ait une suprématie par rapport à la loi interne. Alors, c'est ce qui fait que nous devons adopter sur le plan formel, s'il faudra formaliser, tel que je l'ai dit, l'appellation personne handicapée. Mais bizarrement, vous verrez dans nos lois, quand on essaye d'adopter, par exemple, quand on venait d'adopter la loi numéro 22/003 portant protection et promotion de la personne avec handicap, vous verrez que le législateur s'est penché à la Constitution. Il a voulu adopter l'expression personne avec handicap au lieu de rester dans sa droite ligne, celle de considérer la loi ratifiée qui est la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Donc il y a peut-être une cacophonie, je pourrais dire, mais tel que l'ingénieur vient de le dire. On ne doit pas s'éterniser là-dessus parce que ce n'est pas ça qui apporte le changement. Ce qui apporte le changement, c'est peut-être notre manière de faire les choses, c'est peut-être notre manière de considérer cette catégorie de personnes dans la société. Alors s'il faudrait que nous puissions nous éterniser là-dessus, ça n'amène pas au changement. Ça n'amène pas au changement. Voilà, alors que la République démocratique du Congo, l'État congolais, doit pouvoir vous inclure dans les grandes décisions concernant ce pays, et même dans la plupart des cas, vous êtes mis de côté. Alors, je commence par vous en tant que personne humaine.
comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette situation? Parce que l'émission d'aujourd'hui a pour but de relever, d'éveiller et de pouvoir encourager les gens vivant avec un handicap, de se considérer d'abord soi-même, qui se regardent devant le miroir, qui se disent qu'ils sont des personnes à part entière. Et c'est vous qui allez leur communiquer cela. Ok, merci beaucoup madame. C'est à partir de l'âge de 3 ans. Ok. J'ai attrapé le virus de la poliomyélite. C'est un virus qu'on appelle virus sauvage. Pourquoi sauvage? Parce que ces virus, une fois contaminé par ces virus, l'enfant reste handicapé à vie. Okay. Donc, c'est à partir... Donc, je suis né comme tous les enfants, j'ai marché, j'ai couru. Okay. C'est à partir de l'âge de 3 ans, j'ai été victime de ces virus. Et voilà. Et comme tout parent africain, ils ont commencé à chercher la cause. Et souvent en Afrique, précisément au Congo, on voit la sorcellerie. Et les deux familles commençaient à s'accuser. C'est le papa qui accuse la famille de la maman et vice-versa. Okay. Et les temps passés, il fallait aller à l'école. Donc, quand l'enfant a atteint l'âge d'aller à l'école, au lieu que le parent se concentre de ce qui va arriver après, ils ont beaucoup plus passé le temps parce que c'était quelque chose de honteux, une déception. Et puis, je n'ai pas commencé l'école à l'âge des scolarités. J'ai commencé l'école avec un léger retard. Mais gloire à Dieu, j'ai commencé quand même l'école. Je suis allé à l'école comme tout le monde, comme tous mes frères. J'ai obtenu mon diplôme d'État en pédagogie. Et après, je ne suis pas allé directement aux études supérieures parce que moi, je voulais faire le droit à l'époque. Et à l'époque, à ma génération, bien sûr, les campus de Kinshasa, faire le droit, c'était les campus de Kinshasa. Alors, les campus de Kinshasa n'étaient pas adaptés à ma condition. Parce qu'il fallait prendre les escaliers, tout ça. Alors, j'ai été conseillé par un médecin de ne pas prendre ces risques-là parce que, selon lui, je pouvais encore développer un autre handicap. Et ça m'a encore retardé. Et c'est des années après que j'ai pris la décision de faire autre chose. Et c'est comme ça que je suis allé faire l'informatique. Donc, j'ai fait l'informatique et j'ai fait l'administration de base de données. Et en dehors de ça, j'ai fait plusieurs formations. Et comme nous sommes dans un pays où les études des personnes handicapées ne représentent rien après, parce que quand on fait des études, c'est pour avoir l'emploi, eh bien, on était obligé de nous lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis, avec aussi la pratique de sport, c'est ce qui nous a aidés à être équilibrés d'abord, parce que ce n'est pas facile de vivre avec le handicap en République démocratique du Congo. Mais déjà, en commençant au niveau des parents, vous avez dit, bon, il y avait une guerre là, on devait chercher la cause, tout ça. Mais vous-même, comment est-ce que vous étiez considéré par les parents? Est-ce que vous étiez l'objet d'une honte? Et vos frères, comment ils vous considéraient? Et à l'école également? Non, le fait déjà de... Parce que les parents doivent avoir un projet de vie pour leurs enfants. Mais ça, c'est général. Les parents des enfants handicapés, d'une manière générale, n'ont pas de projet de vie pour leurs enfants. OK? Quand l'enfant devient handicapé, c'est un souci pour la famille. OK? Donc, quand déjà vous vous mettez dans cette situation, mais l'enfant est affecté. L'enfant est affecté. Ce sont des choses qui ne se disent pas, mais on doit aujourd'hui les dire pour que les gens, parce que le handicap ne disparaîtra pas. Même là où on a éradiqué la poliomyélite, il y a toujours des enfants handicapés. Aujourd'hui, moi je viens de la France, il y a plein d'enfants autistes. C'est un handicap qui est un peu plus lourd par rapport au handicap moteur. Donc, c'est une question qui doit être débattue pour aider les générations futures. Alors,
je n'ai pas été rejeté, mais cette attitude-là a fait que j'étais affecté, mais sans que la famille les constate ou les découvre. Est-ce que vous vous considériez comme une charge? Que vous étiez une charge? Peut-être si je n'étais pas comme ça, les choses n'allaient pas... Oui, ça vous affectait. C'était devenu... parce que tu sens que toute la famille est en train de se plaindre. C'est-à-dire, la famille, c'est un souci pour tout le monde. Les parents, le frère et tout ça. Et ça, tu es affecté, ça t'affecte. L'enfant est affecté. Ouais. Et vous imaginez, madame, moi, je ne sais pas, à notre époque, la plupart des personnes handicapées d'ailleurs, les parents les ont amenés chez les Nganga, chez les charlatans. Et moi, je me rappelle, on creusait dans la parcelle un trou, on me met des dents, et tout ça, on me laisse là parfois pendant plusieurs heures. Et c'est une forme de torture. Mais les parents le faisaient par amour, pour chercher une solution. Mais moi, c'était une torture. Donc voilà, c'était des... Mais, gloire à Dieu, je n'ai pas été abandonné, comme je l'ai dit, bien que j'ai commencé l'école avec un léger retard, mais je suis quand même allé à l'école avec les amis, vous étiez considéré comment? Bon, moi j'ai commencé l'école dans l'enseignement spécial. J'ai commencé l'école dans l'enseignement spécial, c'est-à-dire nous étions dans une institution où il n'y avait que des enfants handicapés. Ça c'était où? À Livoulou. Très bien. À Livoulou, c'est le centre Kikessa. Et c'était l'initiative de M. Zamenga Batukezanga et ses amis, docteurs Gakudoulou et Vanda, les deux qui sont encore en vie. Et Zamenga nous a quittés, l'écrivain qui est connu. C'était les trois qui ont créé, après leur retour de Belgique, parce qu'ils étaient étudiants en Belgique, après leur retour au pays, ils ont vu comment les personnes handicapées étaient traitées en Belgique, en Europe. Ils avaient des collègues à l'université handicapés, mais quand ils sont rentrés au pays, ils voyaient les personnes handicapées dans la rue, et bien, ils ont pensé mettre en place une structure qui prendrait en charge les personnes handicapées par la formation. Et c'est là où j'ai commencé l'école et je suis allé après dans l'enseignement ordinaire. D'accord, merci beaucoup. Fièrement Congolais, nous jetons des fleurs, en tout cas là où il est, qu'il repose en paix, parce que les Congolais qui posent des actes qui puissent amener le pays dans le développement ou considérer l'homme au centre de toute préoccupation, ils méritent en tout cas des fleurs de notre part. Maître, vous êtes né aveugle ou c'est un accident qui est arrivé après? Je pense bien que nous venons tout à l'heure de parler des expressions. L'expression aveugle, bon, et nous comprenons quand c'est peut-être pour quelqu'un qui ne soit pas outillé ou soit informé à la question d'handicap. Mais pour un Congolais lambda, pour lui permettre de certainement, et pour permettre une meilleure compréhension. Sinon, c'est un accident de parcours, je pourrais dire. J'ai connu l'handicap à l'âge de 12 ans. 12 ans? J'étais déjà à l'école, j'ai été en 6e année primaire. C'est à ce moment-là que j'ai connu l'handicap et ça a commencé par des troubles visuels. Par la suite, je finirai par perdre totalement la vie. C'était aussi, je dirais, une erreur de la part des parents. Parce que normalement, à l'époque, les médecins étaient en train de leur demander qu'on puisse m'intervenir. Mais ils disaient non, il est encore trop jeune. Une intervention au niveau de la tête comporte beaucoup de risques. D'autant mieux les garder que d'ajouter encore un handicap ou soit un autre mal de plus. Alors, au moment où ils ont senti cette nécessité, ils sont rentrés chez les médecins. Les médecins ont dit que c'était tard et qu'ils ne pouvaient plus faire quelque chose dans ce sens-là, tendant à remédier à la situation. C'est comme cela que je suis resté en situation de handicap. Je me rappelle bien de ces jours-là. Je n'ai pas oublié quand le docteur me parlait, il avait un français très mal assuré, c'était un Éthiopien.
Il parlait un français mélangé de l'anglais qui me disait non, maintenant là tu dois te considérer personne sous handicap. Qu'aucun médecin te dise qu'un jour tu pourras retrouver ton état d'auparavant. C'est fini. Tu dois te considérer comme ça et puis vivre comme les autres. Il a commencé à me dire qu'il a connu des personnes handicapées visuelles dans sa vie qui se sont démarquées. Et si et seulement si je mettais une bonne dose du sérieux dans ma vie et que je pourrais finir comme eux. Donc c'était comme cela. Alors, ce n'est pas tout de suite que j'ai regagné l'école. Il y a eu vraiment une période transitoire d'au moins 3 ans où je ne savais à quel ciel m'avouer. Je me disais je devais commencer par où et tout ça. Mais à travers l'église, c'est aussi un message que je lance dans ce sens-là. Les églises doivent comprendre et puis traiter les messages qu'ils diffusent à leurs fidèles. Et les églises d'aujourd'hui, parfois, ils se détournent de leur mission. Moi, si je suis ce que je suis aujourd'hui, si je vous parle tel que vous me suivez là à la maison, c'est parce que j'avais, comment dirais-je, j'ai subi une orientation de l'église, en fait. L'église m'a orienté pour me dire que vous pouvez encore faire quelque chose. Il y a une possibilité qui vous est restée. Vous pouvez apprendre une écriture qui va vous faciliter de regagner l'école. Okay. C'est à travers cette motivation, à travers cette ouverture que j'ai pu regagner l'école et voilà. Et jusqu'aujourd'hui, et puis d'ailleurs dans mon parcours des études secondaires, c'est-à-dire post-primaire, j'ai eu à les passer dans une école ou établissement ordinaire. Donc, où j'étais le seul élève non-voyant aveugle, comme vous venez de le dire. Sur les 1000 et quelques élèves, j'étais le seul élève aveugle. Ok. Voilà. Ok. Vous vous êtes démarqué. Est-ce que la considération que vous receviez de la société, vous pensiez que vos collègues avaient pitié de vous? On avait toujours tendance à pouvoir vous aider? Ou vous-même, vous vous considériez comme une personne à part entière? Vous n'aviez pas besoin de pitié des autres? Tout part de la famille, hein, parce que déjà, tout ce que nous vivons dans la société, pour la plupart des cas, ce sont des actions déjà amorcées par la famille. Donc déjà, de par la famille, notre famille, bon, avait quand même une certaine considération dans la société. Alors déjà, à la maison, on me considérait. Il était difficile que quelqu'un d'ailleurs vienne peut-être me donner une considération que je ne méritais pas. Donc je suis parti de cette idée-là de notre maison que bon, en fait, on me chuchotait à tout moment que tu es intelligent et tout ça. Bien. Je me croyais et puis je me voyais déjà grand. Du coup, même quand quelqu'un me posait un comportement qui ne m'était pas approprié, à des fois je me mettais à rire pour dire que c'est lui qui est ignorant. Alors avec le temps, et cette pression-là de la société s'augmentait, j'ai commencé aussi à me sentir un peu diminué. Mais cette base-là d'auparavant, de dépit de la famille, m'a beaucoup aidé pour ne pas me sous-estimer. Alors à l'école, bon, dans un premier début, je me rappelle de comment M. l'abbé préfet, je l'ai sali en passant, donnait les instructions pour dire que aucun enfant ne le provoque, sinon c'est l'exclusion définitive. Mais avec le temps, quand nous nous sommes habitués, les amis avaient compris que j'étais un enfant ou un élève normal et au même pied d'égalité que eux. Nous sommes habitués, on pouvait manger ensemble. En tout cas, on s'est partagé la vie sans qu'il y ait trop de discrimination. Ce n'est qu'après les études, telles que l'ingénieur vient de le dire ici, vous quittez les études, nous étudions pour qu'après vous soyez utiles pour la société, pour que vous serviez d'une main-d'œuvre à la société. Mais malheureusement, pour nous, personnes sans handicap, pour déjà étudier, c'est un combat. Alors qu'en est-il pour trouver du travail? Donc quand on a fini les études, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que on étudiait avec les amis, mais on n'était pas de la même manière, de la même façon qu'eux. On ne nous prenait pas de la même façon. Parce qu'on a fini, vous apprenez, l'ami travaille dans telle société de communication, l'autre est dans telle X ou Y entreprise, mais vous êtes là. Vous n'arrivez même pas à faire comprendre à votre ami que je suis aussi quelqu'un à qui vous pouvez penser. Alors ils se disent, mais on va te donner le travail comment, vous qui ne voyez pas. Mais moi je leur rappelle une chose, ce n'est pas avec vous qu'on faisait les TP. Ce n'est pas à moi que vous pointez les stylos dans les dos pour que je vous donne des réponses. Et alors aujourd'hui, vous oubliez ces capacités-là parce que nous sommes dans une autre phase. Vous oubliez que c'est l'ami avec qui on travaille à l'université. Donc c'est très important que nous puissions renforcer l'inclusion. Ça nous aiderait de nous sentir plus intégrés dans la société. Donc après l'école, nous sommes allés à l'université.
Ce n'était pas aussi une tâche si fascinante que ça, mais nous avons réussi à nous imposer ou à nous adapter. Parce qu'ici, au Congo, généralement, c'est la personne en situation de handicap qui essaye de s'adapter au système éducatif et non le système de retour, non le contraire. Alors qu'ailleurs, ils ont un système inclusif que nous appelons de tout le vœu ici au Congo. Donc, ce système-là permet à ce que, peu importe votre catégorie, que vous soyez non handicapé, que vous soyez handicapé de telle catégorie, l'école est aménagée de telle sorte que tout élève peut étudier ou tout enfant peut évoluer. Alors qu'ici, chez nous, ce n'était pas le cas. Donc, cette adaptation-là nous a vraiment coûté en termes d'énergie, surtout sur le plan moral. Il a fallu vraiment avoir des nerfs très solides pour supporter tout ce qu'on entendait à la longueur de la journée. Mais Dieu voulant, on a pu transcender ces parcours. D'accord. Et aujourd'hui, on est formé. Voilà, je commence déjà à applaudir avant que je puisse donner la parole à Sénèque. Chers téléspectateurs, cette émission, en tout cas, moi-même, je me suis dit, en faisant cette émission, nous n'allons pas prêcher dans le désert. En faisant cette émission, nous allons la partager sans modération. Parce que ce qui sort ici, même des personnes valides, alors vous-même, vous avez constaté que ce sont des personnes qui doivent nécessairement être incluses dans la société pour qu'elles puissent rendre à la société ce qu'ils ont comme talent, capacité à pouvoir résoudre le problème qui se pose avec acuité dans notre société. Monsieur Sénèque, êtes-vous né comme ça ou ça vous a rattrapé en cours de la vie? Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Oui. Quand mon papa, d'abord pendant la grossesse de ma mère, je n'oublie pas. D'abord, c'est ma faute. D'abord, j'avais attrapé une maladie. Des mois, vraiment ça va beaucoup. Cette maladie-là a fait beaucoup durer. La maladie pendant la grossesse a affecté. Oui, ils prenaient aussi des médicaments. Pendant la grossesse, quand moi je suis né, ils ont constaté que, et puis ils ont commencé à pleurer. Après, quand j'étais enfant, 3 mois, on m'a amené à Kavambar pour détecter dans les oreilles avec les appareils. Ils ont constaté que ils ont commencé à regretter, à pleurer. Alors, ils devraient me soutenir. Ils se sont dit, il ne faut pas pleurer, Amenez-lui à Lemba, il peut s'intégrer, même dans les villages. Il ne faut pas peut-être l'opprimer, soit. On doit l'enseigner lentement pour qu'un jour qu'il devienne quelqu'un dans la vie. On les a donné des conseils, vraiment, d'abord c'était la faute de là où réside les fautes. Donc, c'est grave. Ok. Oui. Ok. Si on comprend bien, pendant que maman était en grossesse, enceinte de lui, il prenait les médicaments. Alors, ce sont ces médicaments-là. Il a pris à tort et à travers l'automédication, peut-être, tout ça, parce que nous savons que les femmes enceintes ne prennent pas des médicaments qui boudissent, c'était conseillé. Mais les médicaments-là ont créé déjà une sorte de dysfonctionnement pendant qu'il était dans le ventre de sa maman. Et il est sorti avec cet handicap-là, des surdités et puis, manque de paroles. Donc c'est ça, c'est ce qu'on peut comprendre de ce qu'il vient de dire. Oui, d'abord, quand j'avais des ans, quand on m'a amené à Kavambar là-bas, à l'hôpital, à l'hôpital de Lemba là. Oui, ils ont mis des machines là. Des appareils, pour détecter, même là-bas. On a constaté, non, c'est un sourd. Maintenant, ils ont commencé à pleurer. Ils s'étonnaient. Après, on les appelle, mais non, papa, non.
Non, il ne faut pas pleurer. On les a donné, les médecins les a donné des conseils. Des conseils que non, il est possible, il peut intégrer aussi l'école. Surtout l'école là, de Lemba, de Sour. Ok, donc les parents, en tout cas, ils étaient devant un fait. Ils ont amené l'enfant, on a constaté qu'il avait un problème. Parce que la maman a vite constaté, je pense, que l'enfant ne parlait pas. L'enfant n'écoutait pas, n'entendait pas. Ils ont amené à l'hôpital et c'est là qu'on leur dira, bon c'est vrai, c'est ça, mais ne vous inquiétez pas, il peut être récupéré pour qu'il soit utile dans la société. Et à Lemba, Lemba c'est une école ou c'est un centre de formation. À Lemba c'est quoi? Parce qu'il revient souvent sur Lemba. Je crois que Lemba là, beaucoup... Au village Bondeko, Lei. Ok. Village Bondeko, Twendelei, oui. Twendelei, c'est à Lubumbashi, c'est ici? À Kinshasa aussi. Ok, d'accord, c'est comme si je connaissais Lubumbashi là. Bon, voilà, d'accord. Alors, réinséré dans la société, il a commencé à étudier. Il a commencé par le langage des signes. Comment il s'est pris alors pour qu'aujourd'hui, qu'on dise qu'il a une instruction? J'ai commencé à étudier. J'étais jusqu'à ce que, à Lemba là-bas, j'ai reçu les brevets d'abord. Après, j'ai fait l'école secondaire, j'ai étudié. Et jusqu'en 6e, j'ai reçu les diplômes d'État. Après, je suis parti à Kavambar, j'ai étudié 3 ans, terminé. Et là aussi, il avait reçu les diplômes en pédagogie, qui lui fait comme enseignant spécial. Enseignant spécialisé ou spécial. Maintenant, il œuvre où? Dans quelle école? Il est enseignant où? Maintenant, je travaille ici. Dans une école des aveugles ici, je suis là comme surveillant. Ok, oui, ok, d'accord. Okay. Alors, comment les gens dans la société le considèrent? Parce qu'il a du mal à parler, il voit, mais il ne parle pas, il n'entend pas. Comment il est considéré dans la société? Oui. J'ai constaté beaucoup de choses. Sinon, comment ça fait grave. Non, c'est grave, hein? Et puis c'est regrettable. Oui, en République démocratique du Congo, surtout les droits de l'intégration des sourds et des aveugles, des albinos, et même des personnes, surtout leur développement, l'État aussi, surtout l'État national doit s'en occuper, oui, oui, parce que vraiment nous souffrons beaucoup. Nous souffrons beaucoup, que ce soit les aveugles, vraiment c'est regrettable. Il faut qu'ils puissent nous aider à étudier, à intégrer, jusqu'à ce que nous devons recevoir, entrer aussi dans des contacts, parce que nous avons beaucoup de problèmes, nous régressons, vraiment c'est grave. Voilà, physiquement comme ça il est apte, donc il peut faire autre chose, si on lui demandait de faire autre chose, parce qu'il est apte, à part l'enseignement, il peut faire quoi? Qu'est-ce qu'il demanderait à la société de pouvoir faire pour lui en termes de services qu'il doit rendre à la société, à part l'enseignement, parce que lui, il est valide. Oui. Ok, par exemple, moi j'ai réfléchi beaucoup, On peut me soutenir, par exemple, mais c'est difficile, hein, c'est difficile, parce qu'ensemble, l'intégration. L'intégration doit partir lentement. Nous étudions, nous cherchons, on nous appelle d'ici. Les contacts aussi sont là. Tu dois faire quoi comme service? Si on te demandait, enseignement, bloqué, toi, paie, encore faire service quoi? Oui. Que je peux enseigner, surtout l'intégration, parce que c'est là où il a reçu des diplômes. Il est vraiment focus là-dedans. Oui. Moi, je peux servir, je peux travailler même dans différentes ONG. Ici,
Oui, ça oui, va. merci. J'ai ajouté quelque chose. Okay. Cet enfant, je le connais depuis longtemps. Ok. Il avait joué, c'est un grand footballeur. Oh. C'est un grand footballeur. Bon, regarde, prenez déjà le pied là, on voit le pied des footballeurs là. Il a joué au football, je ne sais pas s'il a abandonné, il faut lui poser la question. Ouais. Il a joué parce que quand nous sommes venus au comité paralympique, nous avons commencé avec le football des sourds. Ok. Alors, lui, il était parmi les meilleurs joueurs. Ok. Il était parmi les meilleurs joueurs. Mais vous avez abandonné le foot? Vous ne faites plus le foot parce que vous étiez parmi les meilleurs? Oui, oui, j'ai accepté le sport, mais je ne m'intéresse plus. Maintenant, basket. Oui, le basket. Oui, oui, mais oui, on a suivi des formations pour participer, mais on a eu beaucoup de problèmes aussi. Mais certaines fondations, oui, oui. Ah, c'était vraiment un désordre, surtout leur fédération, ce qu'il dit, ils n'avaient pas trop de contacts, et puis au Congo ici, vraiment un grand désordre. Un grand désordre. Ok, oui, c'est d'accord. Merci beaucoup. L'émission va servir, vous êtes la base des données. Nous nous présentons à la nation congolaise cette base de données que vous êtes. Alors, j'aimerais poser une question un peu plus personnelle, parce que sûrement les téléspectateurs vont me dire pourquoi c'est Atuna Kiangote Nabandi Panayo, Monsieur Michel. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Voilà, ça a été facile pour vous de faire la cour à votre femme sans être jugé? Vous n'aviez pas peur, tout ça, des jugements des gens? Bon, déjà, moi, je suis de la grande école. Déjà, vous êtes un bel homme, hein? Vous êtes un bel homme. Les femmes ne pouvaient pas vous résister. Monsieur, les centres professionnels pour handicapés qui qu'est ça, nous avons commencé de parler de la résilience déjà vers les années 87-88. En ce moment-là. En ce moment-là. Ok. Ceux qui ont grandi à Kinshasa le savent. Nous, tous les villages Bondekola, nous craignaient. Parce qu'aucune école à Kinshasa ne pouvait faire face au centre Kikessa. Parce que nous étions un centre professionnel pour handicapés, mais on avait un programme spécial cycle long. Donc on faisait 6 ans de pédagogie générale. Donc on n'avait rien envié au Moamba, on n'avait rien envié au Keloj Boboto, on n'avait rien, parce qu'on avait un enseignement de qualité. Très bien. Et ce n'était pas n'importe qui pouvait enseigner au centre professionnel pour handicapés Kikessa. Déjà, vers ces années-là, on nous avait déjà inculqué que nous sommes des personnes à part entière, parce que le feu Zamenga a écrit un livre intitulé « Homme comme toi ». Donc déjà à cette époque, nous, on ne se voyait pas handicapés. Très bien. On se disait, nous sommes des personnes à part entière. Donc on vivait comme tel. Alors, avoir des relations, ceux qui ont habité Livoulou à l'époque le savent. Parce que parmi nous, il y a ceux qui sont mariés, bien sûr, il y a certains parmi nous qui ont épousé des filles de Livoulou, Salongo, Rigini, parce que c'était notre milieu. Moi, je suis resté à l'internat pendant 10 ans. Donc, oui, dans notre parcours, il y a eu des problèmes. Il y a eu des rejets. Avant d'épouser ma femme avec qui je suis, j'ai eu à avoir des relations et tout ça. Il y a eu des rejets, des préjugés. Tout à fait. Ça peut aller avec la personne, mais une fois arrivé dans la famille, c'est tout le monde qui va donner son point de vue par rapport à sa connaissance du handicap. Et parfois, souvent c'était des connaissances erronées. Et puis, c'était comme ça. Mais à un certain moment, le fait de m'accepter
Et je me suis imposé. Je n'ai pas vraiment connu trop de problèmes sur ce point-là. Votre femme est valide? Ma femme est valide, mais cela ne veut pas dire que parce que j'avais un problème. Je me disais, je vais épouser une femme qui va m'accepter en tant que Michel Moulamba. Ok? Une femme qui ne va pas voir mon handicap, une femme qui va voir l'homme intérieur que je suis. Non plus avoir pitié. Voilà. Parce qu'on n'aime pas par pitié. Donc c'est ça. Donc je n'ai pas vraiment connu de problème. Et puis je suis un garçon de Kinshasa. Un bon dragueur. Et puis j'ai vécu dans des quartiers chauds de Kinshasa. Je suis un mon Amatongue, mon Abanda, mon Anjili. Donc ça ne pouvait pas rater. Je ne m'étais pas entouré aussi j'étais entouré des gens bien, j'étais dans des milieux branchés, donc ce n'est pas vraiment connu de problème. D'accord. Alors, votre maladie là n'est pas héréditaire? Non, le handicap n'est pas héréditaire, la poliomyélite n'est pas héréditaire. Et aujourd'hui, je suis étonné, nous sommes en 2024, j'ai assisté à une scène qui m'a fait très mal, un jeune couple, pendant que les gens passaient pour la vaccination des enfants, ils ont caché leurs enfants pour qu'on ne les vaccine pas. Et je les ai sensibilisés pour que, et à la fin, ils ont accepté pour que les enfants soient vaccinés. J'étais vraiment malade, j'ai dit, si vous voyez ce que je suis, parce que à mon époque, là, il n'y avait pas ça. Mais vous, les vaccins vous suivent à la maison. Nous, à notre époque, c'était les parents payaient l'argent pour qu'on soit vacciné. Maintenant, vous, l'État a pris ça en charge, vous cachez les enfants, vous ne voulez pas que les enfants soient vaccinés. Donc, si l'enfant devient comme moi, si vous n'avez pas de moyens de l'éduquer, il va se retrouver dans la rue. D'accord. Et ils ont accepté enfin. Mais donc, c'est ça. Je n'ai pas connu de problème. D'accord. Oui, la même question personnelle. Vous êtes un bel homme, maître. Vous parlez bien. Hein? Et quand vous faites la cour, des filles ne résistent pas. Est-ce que vous passe par la tête que je serai rejeté, j'ose quand même, je suis un homme. Qu'est-ce qui se passe quand il faut répondre à vos sentiments? Je sais, l'expérience vient de parler. Il y a tonton Michel Moulamba qui vous a parlé d'un parcours assez costaud. Moi, je ne me suis pas encore marié, mais au moins... Mais vous osez quand même faire la cour. Bien sûr. Vous êtes un bel homme. Et ça arrive, mais dans tout ça, le rejet ne manque pas. Mais moi, j'ai développé une façon de voir les choses en moi, que quand j'ai un rejet dans ce sens-là, n'est pas forcément parce que je suis personne sur le handicap. Parce qu'il y a aussi de ceux qui sont beaux et ne comportent pas d'handicap, qui n'ont pas toutes les femmes de cette planète. Tout à fait. Pour autant. Donc, comme pour dire que ça peut aussi arriver. Mais il y a aussi des fois, vous allez vraiment comme ça et vous constatez, ah, ici, vraiment, si j'ai trouvé la porte fermée, c'est parce que je suis personne en situation de handicap. Mais bon, nous sommes habitués à de telles situations. Malgré cela, il y a toujours des ceux-là qui nous acceptent. Il y a le critère beauté quand même. Oui, ces critères-là aussi. Il y a aussi est-ce que vous êtes aidé par une personne pour qu'on voie, vous donnez déjà vos critères, vous présentez? Je pense qu'il y a... en psychologie, je pense que tonton va convenir avec moi, on a tous fait la pédagogie. En psychologie, il y a un mécanisme qu'on appelle les mécanismes de circompensation. Donc il est difficile de vivre dans notre contexte du fait que vous n'êtes pas de notre situation en fait. Le fait de manquer un organe d'essence, d'autres organes travaillent pour substituer à ces manques. Donc c'est ce qui fait qu'il y a des choses que je peux développer que je ne saurais pas expliquer. Je peux relater une anecdote. Il y a mon frère qui avait l'habitude, quand il change les chaînes de télévision, je lui dis que vous êtes arrivé sur telle chaîne. Mais lui s'est posé des questions, mais comment tu sais que pendant que je change là, je suis tombé sur, par exemple, RTNCD. Comment tu le sais? Je lui dis, bon, il est difficile de vous expliquer. Même maintenant, là, je ne saurais pas l'expliquer. Mais moi-même, je sais que, bon, voilà, nous sommes dans telle fréquence, dans telle chaîne, sans pour autant voir. Comme pour dire qu'il y a aussi de ces critères physiques d'un partenaire que vous voulez solliciter, que vous pouvez constater de votre manière, bien que vous n'avez pas de yeux. Rappelez-vous d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait qu'on ne voit mieux qu'avec son cœur. Mais il m'est arrivé maintes fois des copines que j'ai présentées à la maison. On me dit toujours qu'elles sont belles.
Okay. Donc, bon, donc vous savez faire le choix, quoi. Voilà, donc... Tu peux compléter ce que vient de dire Israël. Vous savez, je ne connais pas ton âge, hein. Je ne sais pas, tu fais la trentaine. J'en ai 28. 28, voilà. Tu sais, moi je suis fier de toi parce que nous, quand on avait ton âge là, on n'a pas connu ce que toi tu connais aujourd'hui. Les choses ont évolué. À l'époque, c'était pas facile. Moi, je me rappelle une fois à Bandal, une amie de l'école, je suis allé lui rendre visite, elle était folle amoureuse de moi. Ok. Alors, on l'a surpris avec une lettre qu'elle m'avait adressée. Et bien, on m'attendait ces jours-là. Et quand je suis arrivé, je suis entré, et puis voilà, et c'est un grand frère qui est venu. Afin de s'engager na mabele na pavement boule ou tobeta na ataka pantala pembe. Ok. Tinga na mabele. Puis tant enfin tinga na mabele te singa bi bakisi na yo wana sokoza na bakisi. Wow. Tika mona na biso. C'est pour te dire que la confiance là, la cellule de base, la famille, cette confiance que la famille crée dans la personne, brise les obstacles. Tout à fait. Donc la personne ne voit pas de barrière. Par exemple, si la famille accompagne bien la personne handicapée, la personne handicapée ne voit pas le handicap. Le handicap disparaît, toutes les barrières tombent, les obstacles tombent. Donc elle peut affronter qui elle veut. D'accord. Donc, vous pouvez faire une petite mise au point, en fait. Vous avez épinglé une chose quand vous avez parlé d'un amour par pitié. Oui, ça arrive. Il y a de telles choses aussi qui arrivent. Il y a d'autres filles, bon, on est en train de faire un partage d'expérience, surtout pour des téléspectateurs qui nous suivent. Bon, on ne met pas de côté nos personnalités, mais on explique des réalités que nous vivons. Il y a de ces personnes qui cherchent à te connaître juste par des fantasmes. C'est dit, bon, c'est un aveugle. Bon, comment il réagit, comment il peut réagir quand je vais faire ceci. Et il y a eu de ces gens qui nous ont fréquentés juste de par de tels fantasmes aussi. Ça arrive, mais dans tout ça, le fait d'être personne sur un handicap ne nous enlève pas le jugement interne. Donc vous savez juger, et surtout quand vous voulez construire l'avenir, vous devez vraiment savoir avec qui vous voulez vous mettre ensemble. Et bon, il faut aussi prier et puis avoir un mental fort et avoir des analyses un peu plus poussées, un peu plus loin, pour ne pas tomber entre les mauvaises mains, parce que de tels cas, il y en a eu, en tout cas, très nombreux. Surtout pour des personnes en social handicap visuel, nombreux ont subi des tricheries dans les ménages, que je ne saurais pas peut-être vous relater ici, parce que ça serait vraiment des chocs. Alors, pour ne pas subir, comme moi par exemple, je l'ai toujours dit, s'il faudra opérer un choix aujourd'hui pour le mariage, ça ne sera pas vraiment partant de critères parfois. Il faut que ça soit une personne non porteur d'handicap, pas forcément. Si mon cœur donne pour une personne, quel que soit son état, en tout cas, je ne pourrais que partir. Qu'il soit une personne sur son handicap ou pas, je ne pourrais que partir. Je ne saurais pas faire le contraire. Parce que je l'ai dit toujours, si un jour dans ma vie, il m'arrive une fois dans les ménages, que la femme arrive à me tricher, c'est l'arrêt de mort. En tout cas, je ne saurais plus vivre après un acte pareil. D'où alors il faudra faire un bon choix pour ne pas un jour dans la vie rencontrer des pareilles surprises. D'accord. Voilà. Alors, je termine par là. On a terminé pour aujourd'hui. Nous allons... Ça, c'est le premier épisode. Oui, pour Sénèque. Il lui arrive de faire la cour aux femmes. C'est un bel homme. Alors, quand vous faites la cour aux femmes, qu'est-ce que vous recevez quoi en retour comme réponse? Et pensez-vous vous marier un jour avec une personne valide? Quels sont vos critères? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, moi, souvent, là, je suis encore célibataire, mais les filles m'aiment beaucoup. Mais souvent, ils aiment l'argent. Hein. D'abord, il faut suivre le travail. Quand je suis à la maison, parfois, après ça, les filles m'aiment, mais surtout, c'est l'argent. Hein. Comme il y a beaucoup de filles qui aiment l'argent. Oui. Donc, il n'a pas encore trouvé des filles sincères auprès de qui il va donner son cœur et puis construire la vie ensemble.
l'avenir ensemble. Il n'y a que des filles qui cherchent l'argent. Hein? Qu'il est là. En tout cas, fier. Hein? Ok. Oui, avant, vraiment, j'avais choisi une fille, vraiment, elle était très meilleure. J'ai communiqué avec eux, je lui ai donné des conseils, mais il n'a pas compris, Oui. Moi, j'aime l'honnêteté. Choisir une fille qui va m'aimer, peut-être, parce que je vais constater comment choisir. Je suis en train de réfléchir. Ah, ça? Oui. D'accord. Je suis en train de réfléchir. Je sais que tout marchera bien. Alors, il faudra vous référer à tonton Michel. Il va vous aider parce qu'il vous connaît tellement bien. Voilà, chers téléspectateurs. Oui, monsieur Ngoma, je vais vous demander de revenir encore avec cette fois-là la fondation Mbachi Mbacha à la prochaine émission, parce que cette fondation est en train d'aider aussi les personnes avec handicap à pouvoir s'autonomiser, l'autonomie, alors par l'apprentissage des métiers, les différentes formations. Mais un individu ne peut pas faire ce travail. C'est un travail qui revient à l'État, et il faut qu'il y ait des structures bien appropriées pour prendre en charge les personnes avec handicap, pour qu'en retour, qu'ils puissent retourner à la société ce qu'ils auront amassé, ce qu'ils auront appris, ce que cette société aura donné à eux qui se sentent considérés. L'intégration, l'inclusion, c'est ce qui nous concerne dans cette émission, Fièrement Congolais. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. Nous aurons toute une série d'émissions parce que je me suis dit, il faut que je vous vende. Il faut que Fièrement Congolais puisse vendre ce que vous avez, les valeurs intrinsèques. Il faut que vous participiez à l'émergence, au développement de la République démocratique du Congo. Il faut que nous présentions une nouvelle image, un nouveau visage de la République démocratique du Congo par rapport à ses habitants. Et les habitants, nous avons vu toutes les catégories. Merci, on se retrouve au prochain numéro. Monsieur Ngoma, au prochain numéro. Merci beaucoup, je vais apprendre le langage des signes. Merci beaucoup, merci. À la prochaine. Au revoir.